Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk qui traitera de la nouvelle politique anti-dopage à l'UFC. Pour m'accompagner, comme d'habitude, Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu? Salut Chris, bonjour à tous. Bah, ça va mieux. Pour ceux qui suivent nos épisodes, ils savent que j'ai chopé la grippe, mais ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Alors effectivement, hein, tu m'as dit en off que ce matin, exceptionnellement, tu n'étais pas allé à l'entraînement. Ça en dit long et ça en dit long aussi sur ta motivation sur Fight Minds. Donc merci, merci, merci à toi d'être présent pour nous donner pas mal de bonnes informations sur ce sujet. Donc avant de commencer, je lance le pré-roll de notre sponsor Unibet et puis on est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une bête. 100 € de bonus sur ton premier pari. Avant de commencer, petite annonce. Nous lançons notre Discord. C'est l'endroit pour échanger sur notre passion commune à tous, à tout moment et dans le respect. On vous invite donc tous à nous rejoindre via le lien qui sera en description de cette vidéo. Allez, maintenant que toutes les introductions sont faites, je propose qu'on se lance dans le sujet. Et je t'avoue qu'au début, je ne savais pas trop par où commencer, tellement il y a à couvrir. Donc on va commencer par mettre un tout petit peu de contexte. L'UFC a travaillé pendant 8 ans avec l'USADA. Le contrat s'est terminé depuis le 31 décembre 2024. On avait couvert ça dans un autre Coach Talk. Donc, pour ceux qui veulent avoir un peu plus de détails par rapport à tout ça, on vous invite à aller à remonter à un de nos Coach Talk du mois de novembre. Je vais le mettre en fiche ici au-dessus. Euh, Toi, en tant que coach d'une combattante UFC, quand et comment as-tu reçu la nouvelle qui semble quand même assez impactante? Euh, Attends, je vais te répondre précisément, mais je crois qu'on avait reçu un mail courant novembre. Euh, euh, ouais, je crois que c'était ça. Attends, je te le dis dans 10 secondes, la date exacte. Mais ouais, c'était un mail qui avait été envoyé par l'USADA pour dire qu'il mettait fin à la collaboration. C'était le 4-10. Ouais, 4-10. Ok. Donc Donc, c'est attends, oui, vas-y. c'est l'UFC, c'est l'USADA ou l'UFC qui vous a Non, c'est prévenu? l'USADA. C'est Ok, l'USADA et ça a été. Et ok. quelques jours après, on a eu un truc de l'UFC comme quoi il fallait pas s'inquiéter, que il y aurait très rapidement des nouvelles et que la politique antidopage leur tenait à cœur, tout ça. Et, euh, et Ok, quelques bah, semaines après, on a reçu ça. justement, ouais. Vas-y, vas-y. Et justement, parce que nous, quand on avait fait notre premier podcast là-dessus, euh, la grosse intrigue et la grosse inquiétude que moi j'avais, c'était qu'en est-il des combats qui sont signés en 2023 pour 2024, parce qu'on était vraiment à cette période-là, on était à la période où l'UFC commençait à prévoir les combats du mois de janvier, voire février 2024, ce qui signifiait qu'il y a des athlètes qui allaient signer leur contrat sans avoir la moindre idée de la nouvelle politique antidopage à l'UFC. J'imagine que l'UFC, parce qu'il me semble que tu m'avais dit dans le podcast que vous devriez recevoir davantage d'informations et de détails dans les semaines qui arrivent. Euh, Comment est-ce que tu as reçu ça? Est-ce que vous avez reçu un mail formel avec un lien, un PDF avec toutes les informations? Quelle a été la procédure pour que tous les combattants soient au courant de la nouvelle politique antidopage? Ouais, c'est ça. Ils ont mis une application un jour, mais qui quand même, très honnêtement, parce que on dit quand c'est bien, mais il faut aussi quand même savoir critiquer intelligemment. Ils ont créé une application aussi qui s'appelle l'UFC Antidoping, qui est quand même, en fait, l'USADA, l'application, c'était une vraie bibliothèque. Tu pouvais aller chercher l'information si tu avais le moindre doute, si tu avais une question, c'était une application qui était très riche et très complète. Là, on sent que ça a été fait quand même assez rapidement et que les informations affluent goutte par goutte. Euh, et que, comment dire, c'est plus dur d'aller chercher l'info, tu vois. Là, l'application, elle existe et il demande toujours de se localiser, il demande toujours la même chose. On a maintenant un petit peu de recul puisqu'on sait que au moment où on se parle, tout ce qui était interdit l'est aussi et même plus. Ils ont rajouté des trucs. Je donne un exemple. Il y avait une tolérance sur les glucocorticoïdes, ce n'est plus le cas, par exemple, qui sont maintenant complètement interdits en compétition. Euh,
Mais, je vais mettre un petit bémol, il y a quand même quelques notions qui inquiètent le coach que je suis, puisque aujourd'hui, ils te disent que les doses, les quantités en tout cas qui sont décelées, euh, peuvent faire l'objet de tolérance, peuvent faire l'objet de quotas maximum. Tu sens quand même, je dois être totalement honnête avec les gens qui nous écoutent, que euh, il peut y avoir des tolérances si les taux sont pas très élevés. Alors qu'avec l'USADA, il n'y en avait pas du tout. Euh, ouais, pour l'instant, c'est ça Hmm. le recul que j'ai pour le moment, c'est celui-là. D'accord. Donc, je vais essayer de résumer. Donc, la première chose que moi j'entends quand tu parles, c'est que clairement, ça s'aligne avec ce qu'on avait dit dans le premier podcast où on spéculait sur le fait que ça a été fait un peu en last minute, qu'il semble y avoir eu un différend entre l'USADA et l'UFC. Et du coup, il y a eu une guerre d'ego qui a fait que soudainement, ils ont pris la décision et on a l'impression que l'UFC s'est tout seul mis face au mur en disant, OK, bon, on n'a plus l'USADA, qu'est-ce qu'on fait? Et que tout a été fait un peu rapidement à l'arrache et que du coup ça va être développé au compte-gouttes, comme tu l'as dit. Et on sent que c'est un genre de renouveau, que cette nouvelle politique va devoir faire ses dents et qu'il va y avoir des ajustements, des adaptations de mois en mois auxquels les combattants, les coachs, les managers vont devoir s'habituer, s'ajuster et constamment se renseigner. J'espère qu'il y a quand même des notifications quand il y a des changements majeurs, mais j'ai l'impression quand même que c'est un nouveau processus d'apprentissage pour toutes les personnes touchées par les politiques antidopage, c'est-à-dire les athlètes, mais comme on le sait très souvent, euh, c'est pas spécialement les athlètes qui vont aller eux-mêmes se renseigner sur tout ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est très souvent soit le coach, soit le manager, soit une autre personne qui résume et synthétise toute cette partie-là, parce que c'est chronophage et énergivore d'aller se renseigner sur chaque petit détail lié à ce milieu. Est-ce que c'est un bon Maintenant, ouais, résumé? je trouve que c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Ok. Donc, ça, c'est la première phase. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était essayer d'un peu structurer le podcast avec les grandes inquiétudes, parce que forcément, cette nouveauté, ça a amené des inquiétudes auprès des fans, et j'imagine les mêmes inquiétudes auprès des athlètes. L'inquiétude générale, c'est, bon, bah, ça risque d'ouvrir de nouvelles portes au dopage. Donc, je voulais qu'on passe au travers des grandes différences entre l'ancien système et le nouveau système. Mais je vais pas te demander, vas-y, c'est quoi les grandes différences? Je vais structurer par tous les points que j'ai pu relever dans les commentaires de nos différentes vidéos par rapport à ce sujet. Donc le premier point évidemment, c'est est-ce qu'il y a toujours les tests aléatoires et est-ce qu'ils peuvent venir à tout moment comme c'était le cas avec l'USADA? Alors, déjà, je te réponds oui. Et là, c'est pas une spéculation, c'est un retour d'expérience. Manon, depuis le début de l'année, elle a eu 2 tests. Alors, ah oui, petite précision. Alors ça, c'est de la spéculation, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun accord entre la nouvelle organisation UFC antidoping et la FLD. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que Manon a été. Ça fait 3 ans qu'elle est à l'UFC. En 3 ans avec l'USADA, on n'a jamais eu un contrôle AFLD. On n'a toujours eu que des contrôles mandatés par l'USADA. Euh, Début janvier, Manon a eu un contrôle. Non, fin décembre, pardon, et janvier après. Le premier contrôle, c'était l'AFLD direct, de son propre fait, puisque Manon est inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau. Et ça, ce sont des choses qui n'arrivaient pas à l'époque de l'USADA. Donc, je pense qu'il y avait une corrélation et un travail en équipe de la part de la FLD et l'USADA. D'ailleurs, ça avait été, tu te rappelles le podcast de Herbie, il l'avait confirmé qu'il travaillait en très bonne intelligence avec l'USADA. Donc là, je pense que ça passe Tout pas. à fait. Euh, du coup, Manon, j'ai reçu un courrier il y a quelques jours. Elle va être aussi groupe cible en France. Ce qui fait que bon, c'est pas très embêtant, mais quand même, je pense que on va largement augmenter. Jusqu'à présent et depuis ces 3 dernières années, Manon, elle était sur à peu près une dizaine de contrôles par an. Je pense que ça va doubler cette année ou peut-être être multiplié par 1,5 parce que maintenant il y a 2 entités différentes qui vont contrôler de façon aléatoire. Alors nous, on n'a rien à se reprocher, c'est pas très grave, mais et c'est pas tout à fait les mêmes règles aussi. Donc c'est quelque peu contraignant. Parce Mm. qu'en fait, on sait que le règlement américain était un petit peu plus
euh, tolérants, notamment pour tout ce qui est cannabinoïdes et glucocorticoïdes. Pour, euh, pour parler un peu plus français, pour les gens qui nous écoutent, on parle de cannabis et on parle de cortisone, par exemple, pour des gens qui ont des douleurs chroniques, tout ce qui est painkiller, tout ça. Donc, ça te force, même si tu es combattant UFC. En fait, tu es un petit peu désavantagé par rapport à ton copain UFC fighter qui est aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, c'est que l'antidoping agency qui va te contrôler hors combat. Alors qu'en France, tu peux être contrôlé par la FLD de façon inopinée. Donc ça, moi, ça me dérange pas, puisque maintenant, on ne prend pas de painkiller et ne fume pas de cannabis, mais c'est un fait, tu vois, qu'il faut quand même signaler. Du coup, pour les Français, c'est plus difficile et c'est moins tolérant. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais en me demandant si c'était juste ou injuste ce genre de situation. Alors clairement, pour les athlètes, c'est injuste parce que clairement, si tu es dans un pays avec des restrictions plus fortes que dans un autre pays, tu es soumis à différents seuils, à différentes tolérances, à différents produits que ton adversaire pourrait prendre et qui est considéré au final dans certains pays comme un améliorant de performance. Par contre, il y a une certaine logique parce que ouais, chaque pays chapeaute différemment les tests antidopage et c'est logique qu'un athlète d'un pays soit soumis aux règles de son pays, en plus d'être soumise aux règles de la promotion dans laquelle elle se trouve. Et la réalité, c'est que ça va être très difficile pour un pays de s'aligner aux règles de l'UFC ou ça devrait peut-être être fait dans l'autre sens, c'est l'UFC, regarder tous les combattants de chaque pays qu'ils ont et aller mettre les règles les plus strictes par produits ou Bah, catégories de oh, produits pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, mais c'est mission impossible de faire ça. tu as raison, mais quand tu regardes bien, l'USADA avait réussi cela. C'est-à-dire que l'USADA avait des Ah règles ouais, ouais, bah oui. de concomitance, on va dire. C'est-à-dire que l'USADA, la FLD savait que l'USADA était une organisation sérieuse. À partir de là, quand un athlète était dans le pool l'USADA, il était contrôlé uniquement par l'USADA et la FLD déléguait leur confiance. Et je pense que ça a très bien marché sur le premier temps. Mais donc, cette délégation de confiance et donc de pouvoir, elle n'a pas lieu avec l'Anti-Doping Agency. Euh, moi, je te dis franchement, hein, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange un peu plus, c'est la multiplication des contrôles inopinés, parce que ça prive de sommeil, euh, ça peut mettre l'athlète dans une situation un petit peu anxiogène, parce que des fois, tu n'arrives pas à pisser tout de suite, du coup, tu es en retard, l'entraînement, tu vois, mais je chipote, tu vois, si ça rend un sport propre, ça me dérange pas du tout. Mais Ouais, bah c'est. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, voilà, l'USADA avait réussi comment dire, à, à aligner tout le monde là-dessus par un rapport de confiance qu'elles avaient avec les autres agences antidopage. Alors, j'ai peur de me répéter parce qu'on fait tellement de podcasts, qu'on dit tellement de choses que je sais plus si c'est du déjà dit ou du pas encore dit. Après, voilà, quand tu écoutes tous les Joe Rogan, ben, tu l'entends chaque fois sortir les mêmes anecdotes que lui, dans un monde idéal, l'UFC, ben, il faut pas de cage, il faut faire ça sur un terrain vague. Enfin, il le dit limite tous les quatre podcasts et t'en as marre de l'entendre dire ces anecdotes. Donc là, je vais quand même me risquer de l'avoir déjà dit dans un podcast, mais il y a toujours un genre de dualité entre sécurité et confiance. Et j'avais pris l'exemple de l'aéroport. Quand tu vas à l'aéroport, euh, pour te sentir à l'aise dans l'avion, donc pour être en confiance dans l'avion, pour te sentir en sécurité dans l'avion, tu dois laisser des agents de sécurité que tu ne connais pas rentrer dans ton intimité, dans le sens où tu fais passer tes bagages au rayon X et bah, ils voient ce qu'il y a dans ton bagage. Donc il y a un genre de bah, tiens, rentre dans mon intimité, regarde ce qu'il y a dans mon sac. Mais ça te permet d'être en confiance dans l'avion parce que tu sais que personne d'autre ne rentrera avec des armes ou de quoi faire une bombe, etc., etc. Et ici, pour l'antidopage, c'est un peu euh, une situation similaire dans le sens où, en tant que combattant, tu dois accepter de te faire ennuyer dans ta vie de tous les jours. On va te réveiller tôt le matin pour faire un test d'urine. On va te mettre en retard à l'entraînement pour te faire tester, etc., etc. Donc il y a des petits ennuis. Mais en contrepartie, quand tu rentres dans la cage, tu sais que tu fais face à quelqu'un qui a fait les mêmes tests que toi et qui, du coup, a été soumis aux mêmes règles que toi par rapport à l'antidopage. Bon, quand je dis même, il faut prendre ça avec des pincettes puisque tu viens de dire que selon le pays dans lequel on est, on n'a pas les mêmes produits interdits et on n'a pas les mêmes tolérances. Ceci étant dit, voilà, grosso modo, ça permet de rentrer dans la cage
avec un degré de confiance assez élevé par rapport au côté sain de l'adversaire qui ne serait pas dopé. Alors, on va passer à ma question suivante, qu'on va skipper en fait, parce que tu y as déjà répondu. Ma question, c'était est-ce que vous avez une application dans laquelle vous devez encoder votre localisation comme vous l'aviez dans la précédente application? Tu m'as dit oui, sauf que la nouvelle application, elle est un peu plus archaïque, elle est moins intuitive que la précédente, mais voilà, on doit partir du principe que c'est en cours de développement, de par le fait que ils avaient 3 mois pour mettre quelque chose en place, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 4 Ouais. octobre, tu disais. Donc entre le 4 octobre et le 1er janvier, ils devaient mettre quelque chose en place. Donc c'est dommage, mais on espère qu'ils vont vite améliorer cet aspect-là. Alors, la question suivante, il y a déjà plus ou moins répondu. Je vais quand même la relancer au cas où il y a d'autres points. Est-ce que la liste de produits et les seuils ont été modifiés par rapport à avant? Est-ce qu'il y a Alors, des nouveaux produits qui alors, sont maintenant autorisés? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui sont maintenant interdits? Et est-ce que les seuils ont bougé par rapport aux tolérances de l'USADA? j'ai fait une petite liste, on voit pas bien avec le contre-jour, mais c'est pas grave. J'ai fait une petite liste. Alors, je vais utiliser des termes et des mots que vous m'en excusez, hein, il n'y a pas tous les termes médicaux que je connais, mais au niveau des stimulants, il y avait des produits qui étaient autorisés même pendant la Fight Week. C'est-à-dire, quand je dis Fight Week, c'est entre 7 et 12 jours avant le combat. Euh, et ils les ont maintenant enlevés de la Fight Week, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à l'entraînement mais plus en compétition. Il s'agit de la Ritaline, Latérol, Modafinil, pseudoéphédrine, Concerta et Vivance. Je ne sais même pas ce que c'est. Pareil avec certains narcotiques qu'ils ont totalement enlevé, morphine, fentanyl, méthadone, buprenorphine et oxycontin. Et ils ont rajouté par contre quelque chose qui n'était pas interdit, c'est le tramadol. On sait que c'est un produit qui est interdit dans le cyclisme par exemple, mais qui était autorisé dans les sports de combat, un painkiller. Et ils l'ont interdit. Tous ces produits sont maintenant interdits en Fight Week, c'est-à-dire en compétition. Donc il ne faut pas qu'il y ait de traces dans le sang 7 jours avant un combat. Et pareil au niveau des glucocorticoïdes, comme la prednisone, qui est ce qu'on appelle la cortisone, et l'hydrocortisone, et les bêta-amazones. Tout ça, ça a été enlevé entre 3 et 60 jours pour le triamcinolone acétonide, pardon si je fais des fautes, qui lui est proscrit 60 jours avant la pesée. Ça, c'est des modifications qu'ils ont fait. Alors ça, c'est un PDF que j'ai fait moi par rapport à un email du 3 janvier. Donc ça, c'était un petit update du 3 janvier, à savoir que officiellement, ils ont pris les rênes le 1er janvier, mais on a eu ce PDF que le 3. Donc, quid des contrôles qu'il y aurait eu entre le 1er et le 3, je ne sais pas. Et franchement, c'est pas facile, tu vois, puisque en plus, c'est pas rétroactif. C'est des produits qui étaient, notamment pour ceux qui sont 60 jours, il faut pas de traces. C'est quand même compliqué à mettre en place quand tu as l'info 3 jours après le nouvel agrément. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais très objectivement, le coach que je suis voit ça d'un très bon œil. Il y a un seul truc qui me fait flipper, c'est j'essaye de me faire comprendre, mais c'est pas facile en fait. C'est la fameuse notion de quantité. En fait, il t'explique que la quantité décelée peut faire l'objet pas d'une négociation, mais d'une quote-part en fonction avec des circonstances qu'on te demanderait d'expliquer, et que c'est pas un seuil formel. Voilà. Moi, c'est ça un tout petit peu qui me gêne. Pour être totalement honnête, c'est pas grave si ça me fait pas marquer des points auprès de PFC. Je ne critique pas ouvertement, c'est juste de laisser ouvert à la négociation qui a tendance un petit peu à me chagriner. Pour moi, il ne devrait pas y en avoir sur le dopage, de négociation possible. Mais en dehors de ça, je trouve ça très carré. Voilà, franchement. Je te rejoins à 200%. C'est le genre de milieu ou de sujet dans lequel tu peux pas gérer par l'exception. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la gestion d'entreprise aussi. C'est voilà, tu fais des règles. Est-ce que tu laisses porte ouverte à des exceptions? Et il y a beaucoup de business qui préfèrent ne pas laisser une porte ouverte aux exceptions parce que si tu commences à faire de la gestion d'exceptions, c'est le début de la fin. Et là, ça semble être un peu le même principe dans le sens où tu as des règles qui sont strictes avec une astérisque. Il y a un petit mais.
Il y a un petit mais. Si on détecte ça, si on détecte un picogramme, alors on va t'écouter et selon ta défense, et c'est vraiment ça, c'est à la limite, c'est comme ça que moi je le comprends, c'est si tu as un bon avocat ou si tu as une bonne manière de t'exprimer par rapport à pourquoi il y a ça dans ton système, tu vas avoir une exemption par rapport à quelqu'un qui sait moins bien l'expliquer potentiellement. C'est Et ça. donc là, encore une fois, il y a quelque chose qui est illogique dans ce genre de milieu. Il ne peut pas y avoir de différence. Au même titre que normalement, on ne peut pas avoir de différence entre les pays et que ça a un impact, je ne vais pas dire considérable, mais ça a un impact sur les athlètes selon là où ils vivent. Bah là, selon si tu as un meilleur avocat ou un moins bon avocat, tu pourrais avoir des traces d'un produit interdit dans ton système alors que quelqu'un d'autre ne pourrait pas du tout l'avoir. Et je te rejoins. C'est pas très clair et ça fait légèrement peur. Par contre, pour le reste, j'ai quand même l'impression qu'ils restent aussi stricts Oui, que oui, oui. l'USADA, qu'ils ont quand même réfléchi à revoir un peu la liste des produits et des seuils. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais passer à la question suivante. On avait entendu parler, je crois que mais ça c'était du côté de l'USADA, donc c'est très spéculatif. Et l'USADA s'était plaint par rapport à certaines paroles de Joe Rogan qui disait que lors d'une revalidation, certains produits devraient être autorisés et l'USADA laissait entendre que l'UFC serait peut-être influencé par certaines paroles de Joe Rogan et que par conséquent, il y aurait des produits autorisés pendant une revalidation qui seraient interdits pendant une compétition ou pendant l'entraînement. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que là, tu as vraiment une liste de produits, ça c'est interdit, point barre, et Ah, ça c'est autorisé, point barre? en fait, Ou selon la situation du combattant, il est blessé, il peut prendre ça? en fait, Est-ce que tu as cette info? non, mais justement, il y a encore des zones d'ombre, entre guillemets. Je vais juste faire un petit bémol, si tu permets, parce que euh, on est en train de dire que c'était beaucoup mieux avec l'USADA, mais il faut quand même se rappeler que, il y a des suspensions de 2 ans qui ont été ramenées à 6 mois pendant l'ère USADA, parce que l'athlète, il avait un bon avocat. Il faut être objectif. Tu peux pas dire qu'un truc est pas bien si tu n'as pas pris le soin de regarder les tenants et les aboutissants de ce qui se passait avant. Je vais citer un exemple très concret puisque c'était Jennifer Maya, une athlète que Manon a dû rencontrer. Elle a pris une suspension en 2019 qui était initialement de 2 ans et qu'elle a réussi à transformer en 6 mois par le biais d'une anecdote que je raconterai plutôt en live parce que j'ai peur que ça nous fasse sauter la vidéo YouTube. C'est bien évidemment une anecdote sexuelle, donc je vais laisser le doute planer avant qu'on se fasse péter la vidéo. Euh, mais moi, je suis au courant, bien sûr, parce que c'est une athlète qui a affronté Manon. Donc, j'avais regardé à l'époque les suspensions, mais voilà, elle avait été suspendue de 2 ans et après Oh, audience. elle a... elle a couché avec Brock Lesnar. Et Du on est coup, il y presque, avait on quelque est, chose. on est, on est pas loin de la vérité. J'arrête. On n'est pas loin de la vérité, c'est pas très loin. Mais je te jure, un jour on fera un live, soit je sais pas si on le fera sur Discord ou sur YouTube, mais si on fait un live, c'est moins grave si on se fait péter parce que là il y a plein d'informations intéressantes. Mais ouais, ouais, j'ai peur que si j'en Ouais, reste, ouais, ouais. on se fasse péter la vidéo. Mais bon, tout ça pour dire que ça existait déjà. Hein. Il faut pas non plus être critique à un point de. Après, là où tu as mis le point sur un autre bémol, c'est ça justement. Il n'y a pas, voilà, l'application, il n'y a pas d'information dessus. L'application aujourd'hui, elle sert à géolocaliser uniquement. Euh, les informations te sont données par PDF au compte-gouttes, tel que celui que j'ai relaté avec toi précédemment. Mais quid de ce qui se passe quand l'athlète est blessé? Est-ce qu'il sort du pool? Est-ce qu'il sort pas du pool? Est-ce qu'il sort du pool complètement? Et dans ce cas-là, tout ce qui est euh, utile à sa guérison est autorisé. Ben, pour l'instant. Alors après, attends. Il y a l'email de correspondants UFC. Je pense que si on leur écrit un mail, on le sait immédiatement, tu vois. Mais pour le moment, la situation n'est pas à 100% claire là-dessus. Mhm. Alors, ouais, ici, vraiment pour nuancer, encore une fois, je crois qu'il y a un mauvais choix de l'UFC / USADA, c'est d'avoir fait les choses dans la précipitation. Je pense que ça aurait été peut-être dans l'intérêt de, je vais pas dire de tout le monde, mais si tu ranges ton ego du côté de l'USADA et que tu es l'UFC, tu essaies de négocier de sorte à avoir quelque chose jusque juin, ce qui te permet de faire les choses plus à ton aise et de mettre en place des processus peut-être plus clairs avec une complétude. Parce que c'est peut-être ça le reproche qu'on peut faire à l'UFC, c'est que tout a tellement été fait dans la précipitation
qu'il y a des zones grises, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des informations qui sont pas données et que tu dois peut-être aller chercher proactivement, ce qui est peut-être un peu illogique. Alors, c'est logique en un sens que tout soit pas encore en place parce que ça a été fait dans la précipitation, mais ça ne devrait pas être fait dans la précipitation, ce genre de choses, parce que ça fait 8 ans qu'il y a un système qui est en place et qui est bien solide et qui a eu le temps de vivre. Donc on peut comprendre la situation compliquée avec la structure qui doit vraiment se stabiliser, mais c'est pas logique que ce soit les athlètes qui en fassent les frais. Euh, donc voilà, il y a une critique qui est constructive, on laisse une porte ouverte aussi à la compréhension par rapport à l'UFC. Donc ici, je vais c'est marrant parce qu'en fait, chaque réponse que tu donnes m'amène vers le point suivant. Donc moi, les deux derniers points que j'avais, c'était... en fait, non, le dernier point que j'avais, c'était justement quand tu reviens. Donc quand tu prends ta retraite à l'UFC et que tu veux revenir, tu dois re-rentrer dans le pool pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu te refais tester et c'est au-delà des 6 mois que tu peux à nouveau combattre. On a eu le cas avec Cerudo et d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi l'USADA et l'UFC se sont séparés parce que Conor McGregor voulait avoir, enfin, l'UFC voulait pousser une exemption pour McGregor pour qu'il puisse revenir en déant les 6 mois et l'USADA, les règles, c'est les règles, ils n'ont pas voulu. Donc, est-ce qu'il y a ça aussi avec les nouvelles règles? Est-ce que quelqu'un qui prend sa retraite ou quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui sort du pool a besoin de revenir après 6 mois ou alors ça a été réduit? Non, pour l'instant, c'est pas du tout précisé. Donc, tant qu'il le précise pas, j'en déduis qu'il n'y a pas besoin que le délai est de zéro, sans carence. Donc, au moment où on se parle, Ah ouais, ah ouais, parce que il y a eu 3 PDF depuis qu'on a l'application. Les 3 ont porté sur des produits qui sont, ils ont augmenté, par contre, ils ont augmenté le seuil des cannabinoïdes, mais baissé certains autres. Et pour le moment, il n'y a rien concernant le minima, les minima prérequis pour réintégrer le pool. Donc, j'en déduis qu'il n'y a rien. Tu peux rentrer directement. mais en fait, oui, ils viennent d'annoncer Kayla Harrison pour l'UFC Tu vois, 300. par exemple, C'est dans Kayla qui 3 mois. est, Mais, 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 mais là, je viens de regarder, le PFL a recruté l'USADA. ouais, mais C'est une news qui date de juillet c'était, 2023. c'est ça. Peut-être qu'elle était dans le pool, hein. Peut-être qu'elle était dans le pool. Ouais, ouais, donc, ouais, là, c'est purement de la spéculation. Si on considère que Kayla Harrison était dans le pool USADA via le PFL, peut-être que l'UFC a octroyé une exemption pour qu'elle puisse combattre à l'UFC 300 en partant du principe que bah, les règles sont quasi alignées dans leur système à eux et dans le système USADA, et donc il y aurait une certaine logique à cette exemption. Enfin, en tout cas, ce serait justifiable. Ou alors, ça rejoint ton point, étant donné qu'il n'y a pas l'information, ce cette durée de pool avant de pouvoir combattre à l'UFC, c'est zéro. Et par conséquent, Kayla Harrison, bah, elle passe un peu entre les mailles du filet et tous ceux qui vont signer maintenant passeraient potentiellement entre les mailles du filet également. Et c'est ça peut-être la grosse critique qu'on peut émettre. Ça revient au point qu'on a répété plus d'une fois dans ce podcast, c'est qu'il y a un manque de clarté sur certains éléments. Et c'est pourtant un sujet dans lequel la clarté, on en parlait, la clarté et la transparence. C'était ça qu'on disait dans notre premier podcast sur le sujet. La transparence, c'est... Ah non, c'était par rapport à l'UFC Ranking, ça, peu importe. Mais la transparence, c'est quand même important dans certains sujets euh, liés au sport. Et concernant les règles antidopage, elles doivent être transparentes, connues peut-être pas du public, mais en tout cas connues de tous les athlètes et tous leurs coachs. Et là, on est dans une situation où euh, bah, ça ne l'est pas encore. Et j'espère que le encore est vraiment valide et que d'ici la moitié de l'année, tout sera clair, tout sera transparent et tout sera compris de tout le monde avec des règles justes, justifiables et, euh, et qui assurent vraiment ce côté antidopage dans ce sport. Bah, alors, là, je te donne un avis qui n'engage que moi-même, Aldric Cassatan, même pas la chaîne Fight Mind et même pas certainement pas l'UFC Anti-Doping Agency. Moi, je pense qu'ils ont récupéré la main pour être un peu plus libre sur certains choix, notamment ce qui se passe quand l'athlète est sorti du pool, ce qui se passe, ce que prend l'athlète pour guérir. Une ref à Connor quand même. Mais malgré tout, leur but, c'est pas de faire n'importe quoi et qu'on voit des monstres chargés comme des mules qui se battent dans un octogone. Moi, c'est mon avis. Je pense aussi qu'il va falloir euh,
quelques mois, voire un an, pour que tout soit rodé et que les plus malins d'entre eux, dans les fighters les plus malins, ils vont peut-être pouvoir passer entre les mailles du filet, effectivement, la première année. Ça aussi, je le pense. Et que maintenant, suite à ça, effectivement, l'endroit où tu vas vivre va pouvoir t'arranger, entre guillemets, euh, au niveau des règles. Voilà ce que je pense très sincèrement. Ces trois points sont à noter, mais je ne pense pas qu'ils aient voulu, par le biais de cette agence, cette nouvelle agence, euh, baisser le seuil ou pouvoir laisser les athlètes se doper plus facilement, loin de là. Mais ce que je pense, c'est qu'ils Mm. voulaient avoir un petit peu plus la main là-dessus et que s'ils doivent taper du poing sous la table pour réduire une suspension d'un athlète qui n'a pas trop dépassé les bornes, je vais loin dans ce que je pense, mais je le pense sincèrement. Là maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un contrôle qui ne serait pas par une commission athlétique ou par la FLD, ils ont la main. Parce que Mm. c'est un peu la même chose aux Ouais. États-Unis, hein. Si c'est une commission athlétique qui contrôle, ils n'ont pas la main non plus. Mais dans les endroits comme Abu Dhabi, où il n'y a pas de commission athlétique, dans les endroits euh, sur les contrôles inopinés au domicile, où c'est eux qui vont décider de la suspension, pardon, ils auront la main. Donc voilà, je pense ils ont récupéré un petit peu de poigne là-dessus et de pouvoir de décision. Mais c'est trop aléatoire en fait, parce que l'athlète il se fait contrôler après un combat. Donc là, c'est la commission athlétique du Nevada par exemple qui le truc. La suspension, c'est eux qui la décident, c'est pas l'UFC. Donc Mm. c'est quand même assez aléatoire, mais ils ont un petit peu de poids maintenant pour décider de la durée de la suspension. Ouais, en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment une guerre d'ego entre les gars de l'USADA et Dana White et son équipe qui ont fait que ça a créé une séparation. Et l'UFC en a profité pour se dire, bah, c'est peut-être le moment de récupérer un peu de contrôle C'est parce ça. que clairement, quand tu as une entreprise, c'est important pour toi d'avoir un contrôle sur ta chaîne de valeur. Et donc, ça en fait partie. Le fait de faire ça in-house, comme on dit, peut-être que c'est moins cher aussi. Peut-être ça leur fait faire quelques petites économies, mais de l'autre côté, ça te demande aussi d'avoir une équipe en interne. Donc c'est plus chronophage pour ton équipe en interne, mais bon, si c'est moins cher, je crois que l'UFC est très heureux avec ce système-là. Et puis ils avaient dit que voilà, pour les tests en laboratoire, ça passe quand même par un tiers, ce qui est important, parce que si tu fais les tests in-house, bah, tu peux plus facilement trafiquer que si tu passes par Sport Drug Free Agency, c'était un truc comme ça, International, il y C'est avait aussi ça. dans le mot. On en avait parlé dans l'autre podcast. Donc voilà, l'un dans Oui, l'autre, après, il faut, il faut, l'un dans il l'autre, faut, ouais. tu as raison, il faut édulcorer. Ça reste des labos qui font les analyses et ça reste indépendant à ce niveau-là. Je veux dire, c'est pas leur propre labo, ils vont pas tricher non plus. Parce que souvent, tu entends de tout. Tu vas dire, oui, ils vont tricher. Non, tricher, ils peuvent pas tricher. Ils peuvent s'arranger très légèrement sur des suspensions. Et encore, je te dis, il faut que les planètes soient alignées. C'est-à-dire que euh, contrôle de la FLD ou contrôle d'une commission athlétique, ça s'arrange de rien du tout. Mais je pense qu'effectivement, au début, on pensait que c'était Connor, mais regarde là. Il est même pas prêt de recombattre maintenant. Il l'annonce pour le mois de juin. Donc les 6 mois, ils auraient pu y être assez facilement. Est-ce que c'est pas un choix purement économique aussi, qui serait fait de la part des actionnaires pour augmenter les bénéfices parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être trop d'argent qu'ils donnaient à cet outil-là? Je sais pas en fait. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que ça se voit que ça a été fait de façon un petit peu trop rapide et que la recherche d'informations est encore trop floue. Voilà ce que je vois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, ça va, j'ai l'habitude. Ça fait 3 ans qu'elle est à l'UFC maintenant, donc je les ai les rouages. Mais demain matin, tu signes un nouvel athlète, tu as un nouvel entraîneur ou manager, euh, tu souhaites savoir ce qu'il en est. Ben, l'application USADA, elle était géniale. Tu avais juste à rentrer le nom du médicament, on te disait tout de suite. Interdit en compétition, interdit à l'entraînement. Là, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, sur un PDF, ben, tu peux zapper des choses. Tu vois, c'est pas aussi direct que de taper un nom dans le truc. Et pour l'instant, les athlètes vont souffrir de ce manque d'information parce qu'il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des erreurs qui vont être faites.
Et justement, il y a une question qui me vient comme ça en tête, c'est par rapport aux certifications. Tu vois, on sait que l'UFC était sponsorisé par Thorne, Thorne, qui est une grosse entreprise de compléments alimentaires. Et donc, je pense que au sein de Thorne, ils faisaient des tests sur chacun des lots pour s'assurer que ça rentrait dans les définitions USADA. Je sais qu'il y a le label Informed Sport aussi, qui est un label qui est synchronisé avec l'USADA. Est-ce que maintenant, avec les règles UFC, il y a, comment expliquer ça? Euh, voilà, la plupart des athlètes prennent des compléments alimentaires. En général, sur les compléments alimentaires, tu as la liste d'ingrédients, mais le problème, et surtout aux États-Unis, il y a une étude qui est sortie par rapport à ça, la liste d'ingrédients ne correspond pas toujours à la réalité de ce que tu as dans le produit. Et c'est pour ça qu'il y a eu des cas comme Yoel Romero qui ont été testés avec des produits illégaux, et en fait, il a su se retourner contre certaines entreprises de compléments alimentaires, et c'est comme ça qu'il a gagné certains millions. Je passe les détails. Ici, est-ce que l'UFC est capable de recommander des marques qui garantissent aux athlètes qu'il n'y a pas de produits illégaux dedans, ou bien, et ça c'était l'autre question aussi, c'était dans l'USADA, il me semblait que tu me disais, voilà, tu as ton produit, tu rentres la liste d'ingrédients dans l'application USADA et USADA te dit oui, tu peux prendre. Ici, j'imagine que c'est trop nouveau, il y a pas ça, Non, les athlètes, comment ils font pour alors, savoir si ce qu'ils prennent comme complément ne comporte aucun risque pour eux? alors, c'est un petit peu ridicule, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais on a reçu un PDF où on te dit juste, voilà, utilisez ces 4 labels. Donc, dans les 4 labels, il y a les deux que tu viens de citer. Il y a le label norme européenne et il y en avait un quatrième dont j'ai oublié le truc, mais en gros, pour faire simple, ils te disent de prendre uniquement des compléments alimentaires qui sont agrémentés par ces labels de conformité. Point barre. Et C'est- alors, c'est pas con, hein, mais ça reste très sommaire. Mais pareil, tu vois, l'USADA, il y avait quand même un call avant, fait par les gens de l'USADA, assuré par un traducteur qui était payé par leurs soins, un traducteur agréé d'État. Et on te donnait des tips quand même. On te disait, voilà, gardez le pot de protéines avec un petit peu de poudre dedans, gardez le cachet de complément alimentaire avec au moins un cachet dedans, qu'on puisse avoir un recours, faire analyser. Tout ça, ça a disparu au moment où on se parle. Et je trouvais que c'était des tips assez intéressants parce que l'expérience que moi j'ai entre guillemets, vieux coach, parce que ça fait 3 ans et 6 combats que je suis à l'UFC, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Et ce sont des réflexes qui étaient bons d'entendre et que moi, en tout cas en 2021, j'ai été content de noter dans mon petit glossaire et de me dire, tiens, ça c'est pas con, je vais garder les compléments alimentaires et tout ça, tu vois. Donc, ouais. au moment où on se parle, tout ça n'existe pas et ça n'a pas été remis en place. Ouais, donc pour tous les combattants et coachs qui nous écoutent et qui auraient quelqu'un qui rentre à l'UFC, ouais, gardez systématiquement des échantillons par rapport aux compléments que vous prenez, parce que s'il y a quelque chose, vous pouvez toujours vous retourner en faisant tester ça et en disant, ben voilà, c'est pas dans la liste d'ingrédients. Moi, j'ai acheté ce produit, j'ai la liste d'ingrédients, ils sont tous autorisés dans le système antidopage, mais vous avez testé comme quoi bah, j'avais un produit illégal dans le système. Bah, du coup, j'ai encore un échantillon, testez-le dans un laboratoire et si Alors, ça prouve que l'élément interdit était dedans, je peux me retourner à la fois contre la marque et en plus de ça, bah, vous pouvez me libérer et ne pas me suspendre parce que ça a été c'est fait. la seule façon de faire un recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Voilà. tu peux essayer de minimiser une peine via des circonstances atténuantes, mais si tu dois faire un recours d'exemption pour dire voilà, je ne suis pas coupable, il ne peut se faire si tu n'as pas un, un spécimen, entre guillemets, du complément alimentaire que tu as pris. Bon, bah, je pense qu'on a fait un énorme tour de la question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou une question que j'ai oublié de poser, mais j'ai l'impression qu'on a fait on est rentré suffisamment précis, de manière suffisamment précise sur le sujet. S'il y a encore des questions qui traînent, bah, j'invite tout le monde à venir les poser sur Discord ou en commentaire ici et on traitera ça dans notre prochain Coach Talk. Aldric, un tout grand merci pour ta préparation, pour la transparence et pour toutes les superbes informations que tu nous as fournies aujourd'hui et depuis des mois, tout simplement. Merci à toi, mon Chris, et à très vite. Ciao. Promis, je serai plus en forme la semaine prochaine. Salut à tous. Non, c'était parfait. Ciao, ciao.